Je suis Alix Howard, administratrice de la mêlée, en particulier sur les sujets e-business, relations clients, on va dire, au sens large. Et je suis également consultante en transformation digitale, facilitatrice pour le compte de la société SQLI dans le département conseil de SQLI Toulouse. Donc c'est à ce titre que je reçois aujourd'hui. Alors il y a 3 intervenants. Les 2 sont ici. Je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Donc à commencer par Yannick Puget, IMSA. Je te laisse te présenter. Normalement, tu peux y aller. C'est bon. Ouais. Bonjour à tous. Donc Yannick Puget, je suis directeur service et innovation chez IMSA, qui est la DSI de la MSA, Mutualité Sociale Agricole. Ensuite, avec nous, Frédéric Burtz. Bonjour, Frédéric Burtz. Moi, je travaille dans le groupe BPCE SA et je m'occupe des développements des produits digitaux du groupe. Et ensuite, on aura en visio tout à l'heure Henri Dagrin, qui est le délégué général du SIGREF. Le SIGREF, pour rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une association en fait qui est basée sur Paris, qui intervient à l'échelle nationale et qui représente les plus grandes entreprises et administrations publiques françaises, toutes utilisatrices de services digitaux, et ils mènent une réflexion permanente et collective sur les enjeux du numérique pour leurs activités. Et BPCE et IMSA font partie du SIGREF. Donc Henri Dagrin, il interviendra tout à l'heure. En introduction, donc on sait, vous êtes tous ici, je pense, bien au fait que les technologies numériques, jusqu'à maintenant, ont très souvent été la chasse gardée des départements IT, avec aujourd'hui, par contre, une chaîne de valeur qui s'applique à toutes les strates de l'entreprise. Donc, on est confronté à des dirigeants, des managers qui perdent un petit peu leur repère par rapport à ça, qui ont du mal à identifier leurs priorités quand il s'agit de parler de transformation, et avec beaucoup de peur. Le frein principal, c'est une peur à y aller ou faire les mauvais choix, et puis aussi une peur de la rupture en termes d'usage de l'organisation. Et c'est vrai que cette transformation, elle va d'abord concerner, de plus en plus, concerner l'organisation interne. On a beaucoup parlé de l'accélération dans la relation client, par exemple, dans sa digitalisation, mais finalement, le paysage est très bousculé par cette accélération dans l'interne de l'organisation, et en particulier au prisme, évidemment, de la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre. Donc avec nos invités aujourd'hui, ça va nous permettre de voir, avec quelques retours d'expérience très concrets, quels ont été plutôt les impacts directs de cette accélération qui a été nécessaire et donc interne. Première chose, en termes de retour d'expérience justement, qu'est-ce que vous avez pu mesurer comme premiers impacts mesurables tout de suite, très vite, chacun dans vos structures? Donc je commencerai par toi, Frédéric. Voilà, sur qu'est-ce qui a été le constat immédiat, et dans peut-être les premiers outils qui se sont révélés être indispensables, et puis qu'est-ce que ça a provoqué au sein de l'organisation? Le digital dans le groupe BPCE, on l'a toujours organisé autour de 3 populations, de 3 cibles. La première, c'est bien évidemment les clients du groupe. La deuxième, c'est les gens qui travaillent dans le groupe. Et la troisième, c'est les partenaires du groupe. Sur les clients, voilà, on a des applis qui marchent très bien. Je vous invite à les télécharger, à regarder, et qui ont des très bonnes notes. Et ce qu'on a constaté, c'est pendant le confinement, c'est qu'il y avait moins d'activité économique, donc forcément on va pas dire que c'était de la folie les connexions, mais par contre il y a beaucoup de gens qui sont connectés, qui regardaient leur compte. C'était leur manière de voir les choses, qui nous remerciaient parce que ils n'avaient plus la possibilité d'aller à l'agence
pour faire les opérations. Donc on a vu les gens qui sont mis à adopter les services de self-care qu'on a en ligne. Donc on a enregistré des croissances très intéressantes. Et puis bien évidemment, on a poussé les gens à les utiliser. Sur et puis il y a un truc, c'est avec les équipes, il y en a dans la salle là. En fait, on a bossé énormément parce qu'on n'était pas trop dérangés et on a pu se concentrer sur nos projets à fond. Alors même si c'est dur de faire des API planning à distance, ils vous en parleront tout à l'heure, on a quand même réussi à en faire en ligne et c'est là où je viens. Et donc ça faisait un bout de temps qu'on réfléchissait au déploiement d'Office 365, qu'on avait commencé, etc. Et dès qu'on s'est confiné, le développement notamment de Teams s'est vraiment accéléré, voire a explosé. Donc vous allez croire que j'ai des actions chez Microsoft, mais c'est pas le cas. Et ça nous a vraiment permis de bosser de manière efficace pendant cette période. Et autant avant, on avait du mal à vendre l'idée que ces outils étaient vraiment indispensables, etc. Est-ce que tu crois? Il va falloir acheter un PC portable, et puis ça coûte cher, et puis il faut faire la conduite du changement, etc. Donc là, quand tout le monde est à la maison, il y a des trucs qui deviennent des évidences. Et donc on est très content. Donc sur tout ce qui est les réunions à distance, la vidéo, l'édition en commun de documents, voilà. Et donc tous nos projets, on a pu les mener à bien grâce à ça. Et puis pareil, dans les facteurs d'accélération, on a des équipes qui ont développé des VPN, voire qui les ont changés parce qu'ils n'étaient pas assez puissants, etc. Ils ont fait ça de manière super efficace. Et moi, je trouve que ça a été un super catalyseur pour construire les outils dont on a besoin pour travailler à distance. Alors après, la banque, c'est pas que à distance, hein, puisque les conseillers qui sont en agence, ils ont continué à aller en agence tous les jours. Et ils ont fait un super boulot. Mais voilà, tous ceux qui pouvaient faire du télétravail, ça a beaucoup augmenté. Et puis les gens qui n'étaient pas équipés en PC portable, on a même réussi après un peu de travail, à déporter ça vers les PC perso. Donc, pour ceux d'entre vous qui font de la sécurité, je pense que vous devez bondir, mais ça se fait, et pourtant, notre sécurité, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle, mais elle est plutôt assez exigeante. Donc, on y est arrivé. Voilà, et puis on a fait des trucs sympas aussi sur la signature des documents, parce que des trucs tout cons, mais par exemple sur les contrats PGE, les gens qui étaient isolés, ils n'avaient pas nécessairement une imprimante. Et donc, puis ils n'avaient pas nécessairement envie d'aller à la poste pour faire des allers-retours, pour signer leur PGE. Donc on a développé un système de gestion, de signature de documents ad hoc, hein, c'est-à-dire pas un contrat qui est déjà préétabli dans un processus bien connu, mais un PGE. Et donc on a pu faire ça, on en a fait beaucoup. Et on a eu une croissance très très importante de la satisfaction et du NPS des clients, et notamment des clients entreprises. Voilà, donc c'est ça. Et aujourd'hui, on est en train de poursuivre ça, et à tel point que Teams, qu'on envisageait essentiellement comme un outil pour travailler entre nous, etc., ben on est en train de réfléchir à est-ce qu'on peut l'utiliser dans les relations avec nos clients au quotidien, puisque je sais pas, vous faites comme moi, hein, quand vous avez un rendez-vous quelque part, si vous n'avez pas besoin de prendre la voiture et de vous déplacer, c'est pas mal. Donc, en plus, vous pouvez l'inscrire dans votre agenda et dire que de 10 à 11, je parle à mon banquier, sans avoir besoin de partir une demi-heure avant et de rentrer une demi-heure après. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on travaille, et je pense que ça a libéré vraiment beaucoup de choses, d'attentes, etc. Puis un bénéfice personnel, c'est que je reçois 2 fois moins de mails depuis que on a un système de messagerie qui fonctionne bien. Donc vraiment des très bonnes choses de ce côté-là. D'accord. Alors, à un moment donné, j'ai entendu un mot-clé PI Planning, qui sont un des rituels de l'agilité, pour ceux qui connaissent ou connaissent peu. Donc, effectivement, c'est un rituel qui se fait normalement en présentiel avec beaucoup de monde. Donc, le transposer à distance, c'est faisable, mais c'est pas évident. Je sais que l'IMSA
est en pleine grande mutation vers l'ensemble du développement de ses projets en agile. Donc, les méthodes nécessitent de fait beaucoup plus de collaboration. Donc, quel a été du côté de la IMSA? Alors, il y a également le déploiement assez tôt, dès 2019, de la suite Office 365. Et donc, du coup, cette nécessité par force de collaborer plus, évolution des méthodes, et donc, qu'est-ce que ça a donné au prisme du Covid? Alors, j'ai retrouvé beaucoup de similitudes en fait avec ce qu'on a pu vivre. Parfois, il faut un peu de bol. Donc, on a déployé Office 365. Je crois qu'on a équipé tout le monde en décembre 2019. Et puis, on n'a pas forcément de relation avec des pangolins, donc on ne savait pas qu'on allait avoir besoin vite. Donc, il y a eu une adoption timide, comme ça a été évoqué précédemment. Et effectivement, cette crise sanitaire a complètement fait exploser l'usage. On a également développé des choses, je dis pas des choses qu'en fait on considérait pas comme urgentes, mais par contre les usages de management visuel, de management à distance, du fait de l'apport de Teams, donc j'ai pas non plus d'action chez Microsoft, mais pour le coup ça nous a quand même sauvés. Et on a pu travailler avec des équipes réparties dans 6 sites 6 sites français, pas qu'à Toulouse. Donc du coup, ça nous a permis de rester chez nous et de travailler ensemble, de réaliser des PI planning également. On a donc ça c'était sur le plan plutôt interne. Sur le plan externe, on a développé des services en ligne en 48 heures parce qu'on avait pour mission pour l'État de donner la possibilité à nos adhérents de déclarer des arrêts de travail. Et ça, on l'a fait au travers d'une plateforme cloud dans un moment où c'est pas le procès de la sécurité aujourd'hui, mais dans un moment où c'était un peu compliqué de faire des choses avec eux, et en fait ça a permis de débloquer des portes. Donc pour nous ça a été aussi un accélérateur en ce sens. Donc un déploiement massif, je crois, de Office 365 en 10 jours pour atteindre un rythme de croisière, parce qu'en fait c'était déjà implanté, mais avec quelque chose, comme tu dis, timide. Donc un télétravail de fait aussi qui s'est mis en place assez facilement, avec un gros effort des services aussi pour déployer de l'infrastructure, parce qu'il fallait que ça puisse suivre de ce côté-là. Donc ça a permis de faire évoluer une certaine conviction par rapport au télétravail. Oui, 10 jours, parce qu'en fait, il y avait 3 sujets. Donc il y avait le fait de déployer effectivement Office 365. Enfin, le déployer, disons que dire aux gens, mais vous pouvez vous en servir, à quoi ça sert, allez-y. On était dans une phase de déploiement partiel, donc on a ouvert les vannes, comme on dit. Et après, on a eu 10 jours aussi pour équiper les gens qui ne l'étaient pas en ordinateur portable, pour équiper aussi nos infrastructures réseau à un accès VPN suffisant. Donc voilà, c'est pour ça qu'il nous a fallu 10 jours. Mais par contre, au bout de 10 jours, on avait tout le monde au travail et alors forcément il a fallu que les gens s'adaptent, donc on peut pas dire qu'on avait la même productivité, mais on avait une productivité raisonnable. Satisfaisante au regard du contexte. Bien sûr. Une dimension collaborateur qui a beaucoup évolué aussi, je crois, dans les deux cas, au sens que l'horizontalité se fait de manière plus facile entre management et collaborateurs. En tout cas, côté IMSA, c'est un retour que tu as fait, à savoir que des managers, finalement, managers et collaborateurs se rencontrent plus facilement. Et ça leur permet, le lien, finalement, est resté même maintenant. Oui, en fait, alors les collaborateurs ne pourraient plus aller à l'entreprise, donc on a réfléchi à comment l'entreprise pouvait aller chez le collaborateur. Donc on a eu plusieurs initiatives. Alors classiquement, comme partout, je dirais, il y a eu des cafés virtuels pour créer du lien entre le management et les collaborateurs. Il y a des collaborateurs qui nous ont dit, mais en fait, on voit plus notre chef qu'avant. Donc on a dit, ah bon. Donc il y a eu ces usages-là. On a mis en place une web radio qui s'appelle Le Direct, en fait, et qui 2 fois par semaine faisait une séquence directe, répondait aux questions pour rassurer nos collaborateurs, répondre aussi aux interrogations, dans quel cas je déclenche un arrêt de travail, dans quel cas je peux garder mes enfants, voilà, quels sont les impacts
etc. Donc, et puis on a, je dirais, on a préparé la suite parce que cette web radio continue depuis le confinement et alors elle est moins espacée qu'avant. C'est plus 2 fois par semaine, c'est plutôt 1 fois, mais en tout cas, voilà, elle nous a permis aussi d'aborder la communication un petit peu différemment. Oui, parce qu'au final, la web radio, c'est 600 personnes qui étaient touchées, c'est ça ouais, 600 auditeurs en moyenne sur une population de 1000 collaborateurs. D'accord. De votre côté, BPCE, parce que là, il y a un travail qui a été mené en fait avec les services communication. Côté MSA, ils ont pu faire ça. Est-ce que de votre côté, il y a eu un rapprochement justement entre vos métiers et puis la communication, de voir comment on pouvait un petit peu fluidifier tout ça ? Je pense que pendant la période de crise, il y a une exigence de communication, de répondre aux préoccupations des équipes, et puis des vraies questions d'organisation. Enfin voilà, hein, c'est un signe noir. Hein, si on passait notre temps à se préparer à ça, je sais pas, on s'occuperait de dissuasion nucléaire ou un truc comme ça. Donc, bon, là, heureusement, on fait pas ça. Et non, moi, ce que je retiens, c'est que on est rentré hyper facilement dans le confinement. Enfin, bon, après le temps d'équipement. Hein. Alors, peut-être un distinguo. Hein. Les équipes avec lesquelles je travaille tous les jours, qui fabriquent les produits digitaux, c'est des équipes qui, par nature, travaillent en projet. Donc, les objectifs sont clairs, etc. Donc, bon, on n'est pas organisé, on va pas au bureau et on se voit pas, mais on sait ce qu'on a à faire, les choses avancent. Quand il faut faire des nouvelles trucs, ça marche moins bien quand même. Hein. On préfère se voir, tout ça. Bien, en fait, ce qui a été bizarre, c'est la sortie du confinement, parce qu'on ne savait pas si on était encore, si on n'était pas, etc. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà fait une réunion, il y a 10 personnes qui sont dans une salle et qui se parlent et qui s'invectivent et tout, et 4 qui sont à côté, ils ont l'impression d'être sur le banc de touche, de ne pas jouer. Donc, on a aussi toutes ces règles à inventer sur comment on peut travailler en mode hybride au bureau et à distance, ou ensemble et pas ensemble. Donc ça fait partie des choses. Puis surtout, maintenant, ce qu'on se dit, c'est que... alors bon, je pense que dans les métiers proches de la tech, on en était persuadé, mais on se dit, dis donc, ça fonctionne, ce mode de travail où tout le monde n'est pas au bureau en permanence, où le management, ça ne consiste pas à voir si la personne a suffisamment de temps derrière son PC, mais à inventer d'autres modes. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que le management et les équipes s'interrogent sur comment on peut capitaliser sur tout ça, travailler autrement et tout. Et de ce point de vue-là, cette crise et les outils qui ont été mis en place nous enjoignent à réfléchir à c'est quoi la nouvelle manière de travailler, la nouvelle manière efficace, à la fois pour les collaborateurs, pour qu'ils soient plus efficaces, et puis pour la boîte, pour qu'elle aille mieux. Donc, je trouve qu'on vit une période super intéressante. C'est intéressant de partager, parce que je pense pas qu'il y ait de solution, quoi. Bon, quand on fait de l'agilité, maintenant, c'est un terrain il faut le mettre en place. Hein, c'est du boulot, hein, je dis pas. Mais on sait à peu près où on va. Là, c'est passionnant, parce qu'il faut qu'on invente la nouvelle manière de travailler avec la transition et le changement qui va être mis en place. Donc on vit une époque excitante et c'est sympa, quoi. C'est bien, la vision est optimiste. Bon, alors donc on l'a compris, il y a un gros enjeu autour de ce qu'on va appeler dans notre jargon la digital workplace, hein, que ce soit Office 365 ou n'importe quel autre outil. Il y a l'outil, bien sûr, qui est clé, mais pas que. Parce qu'en fait, moi, je trouve que là, on peut voir quand même qu'il y a un vrai rapprochement qui est en train de s'opérer, donc entre le monde de l'IT et le monde des métiers, le business. C'est un rapprochement qui est parfois pas très évident, ou du moins peu naturel. Donc, je pense que là, de votre côté, justement, ça met à l'épreuve ça. Et je trouve qu'il y a un retour d'expérience qui est intéressant côté IMSA, dans comment ça vous permet d'embarquer de l'innovation, en faisant aussi de l'intrapreneuriat, pour permettre justement IT et métiers de se rapprocher. Alors, le sujet des métiers, déjà, je crois que c'est un sujet on peut être dans n'importe quelle entreprise. La relation métier-IT a toujours été une relation particulière, voilà.
on a la chance d'avoir maintenant un cadre, alors qui pour nous s'appelle SAFE. Donc c'est un cadre de travail qui permet tranquillement de suivre des étapes dans la construction des produits avec cette notion de diminution du time to market, avec des livraisons plus régulières. Voilà, parce qu'il y a une attente. Voilà, quand on parle de transformation digitale, hein, c'est vrai qu'il y a une attente forte sur la livraison rapide de produits. Et nous, dans notre application modeste de ce framework, eh bien, on y a injecté de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire que entre ce qu'on appelle donc des cérémonies de PI planning, on a une série de sprints. Je suis désolé pour les jargons. Et en fait, durant ces sprints, en fait, on permet lors d'un sprint à nos collaborateurs, quels qu'ils soient, de proposer des idées qui peuvent être des idées métiers, même s'ils sont côté IT. Et durant les cérémonies de PI planning, eh bien, il y a une séquence un petit peu de propositions, de pitch, voilà, on peut le dire, hein, comme si on montait une start-up. Et puis le métier, ben, parfois, il dit ah ouais, ça c'est une idée intéressante. Et puis on a lancé ça il y a moins d'1 an, hein, donc c'est récent et on a déjà un succès puisque dans les prochaines versions de l'application mobile de la MSA, on pourra prendre rendez-vous un peu comme Doctolib là, avec l'une de nos 35 caisses de MSA. Donc oui, pour nous, on y a injecté cette animation par l'angle de l'innovation qui était un angle souhaité lorsqu'on a démarré notre transformation digitale il y a 2 ans maintenant. Un retour d'expérience là-dessus, Frédéric? C'est vrai que quand on parle de métier et d'informatique, je pense que c'est un peu vieille école maintenant, quoi. On a basculé dans un autre paradigme. Je pense qu'effectivement, on a un meilleur dialogue sur qu'est-ce qui est faisable, combien de temps ça prend, combien ça coûte, etc. Et qu'on n'a plus juste une conversation par ça va te coûter 15 millions parce que j'ai pas envie de le faire. Et voilà, quoi. Donc, je trouve que ça a vachement progressé. Et ce dialogue-là, il est intéressant. Après, nous, sur le digital, on a mis en place un métier digital parce que on pense que c'est pas le métier de l'IT ni le métier, on va dire, des BU. C'est un métier où il y a des savoir-faire tout à fait particuliers, ce qui nous a permis en 4 ans, là, parce que je célèbre mes 4 ans dans le groupe, de faire franchement une belle boîte, des belles propositions digitales. Et on a créé ce métier qui... alors on peut l'appeler un métier, un savoir-faire, ce qu'on veut. Et voilà, et c'est pas l'IT qui est devenu une boîte de digital ou les métiers qui ont embrassé le digital. On a créé ce métier qui porte les projets digitaux du groupe. Et donc la particularité de ce que nous avons fait, c'est que on a changé donc la partie métier, mais on a changé aussi la manière de faire de l'informatique, la manière de faire de la tech. Et donc on a appelé ça 89C3 Factory que je dirige. On a mis en place des modes de fonctionnement adaptés à nos projets, avec beaucoup d'agilité effectivement, mais aussi d'autres rituels. Et puis après, on a bien gratté, on a acheté toutes les notions de maîtrise de ce qu'on veut, de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre, tout ça. On a réinventé un nouveau vocabulaire et on essaye de faire en sorte que tout le monde soit bien, partenaire du résultat in fine, et que ce soit pas juste je t'ai donné des ordres, tais-toi, fais ce que je t'ai dit, de toute façon t'es un idiot, t'as jamais rien compris. Et inversement, c'est con, ils comprennent jamais ce qu'on fait et on va pas faire ce qu'ils nous disent, quoi. Donc voilà, je me suis beaucoup attaché à faire fonctionner ça, et avec, j'espère, un certain succès. Et puis, sur l'innovation, c'est vrai que c'est sympa quand on a le loisir de donner un peu de temps aux développeurs pour faire des choses. Alors un peu toujours, parce que derrière, il y a quand même une logique économique qui nous rejoint, donc... Les collègues diront un peu ce qu'ils ont fait, mais nous on a fait un truc sympa, c'est qu'on a un développeur, il a
avec le SDK qui est sur les mobiles, il a fait une application qui lit les IBAN, donc les numéros des relevés d'identité bancaire, pour ne pas avoir à les retaper quand vous saisissez un nouveau bénéficiaire. Et voilà, et donc ça c'est un développement qu'il a fait comme ça, parce qu'il s'est dit tiens, ça peut être super pratique. Et ça a été adopté par le métier. Et après, l'innovation, c'est tous les jours, hein, c'est inventer des nouvelles manières de travailler, voilà, pas hésiter à casser les moules, etc. Et moi, je le vois beaucoup comme ça aussi. Et c'est vrai que ces méthodes, elles s'y prêtent bien pour ça. Ok, alors je vais demander à la régie de nous connecter avec Henri Dagrin, s'il vous plaît, parce qu'on va demander à Henri de nous parler de la dernière réflexion qu'a menée le CIGREF, qui s'appelle le Pacte pour le numérique, qui comporte 7... Il n'est pas connecté, c'est parfait. Alors, les fameux aléas du direct. Très bien. Vous m'excusez quelques secondes. C'est ce qu'on appelle habiller le direct. C'est pour compléter quand même un petit peu. C'est vrai que on parle de lecture d'IBAN ou on parle de prendre des rendez-vous en ligne. Ce que je trouve intéressant, c'est que parfois il faut pas grand-chose finalement pour faire avancer les choses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est quand même dans une quête des talents. Donc on a besoin, nous, non seulement d'embaucher des talents, mais aussi de les garder. Donc quand on dit qu'on fait de l'innovation, on pourrait être un petit peu égocentrique et dire bah ouais, ça nous permet de faire des applications plus évoluées, d'apporter des nouvelles fonctionnalités. Mais en réalité, ça nous permet aussi de valoriser nos talents, voire de les détecter, parce que des fois, ils n'ont pas le réflexe ils font leur travail et très bien, voilà, et ça s'arrête là. Alors que là, on leur dit, ben voilà, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu proposerais à l'entreprise pour la faire progresser et voilà. Et je pense que, même si c'est pas au travers de l'intrapreneuriat, mais je pense que les PI Planning, c'est aussi le lieu chez BPCE aussi où ça doit se passer un peu comme ça. Le talent, c'est un sujet très important, je pense que... Et à cette occasion, il y a effectivement des gens, en général des jeunes, qui se révèlent et qui auraient peut-être eu plus de mal dans un système avec plus de contrôle et moins de lâcher prise comme le permet l'agilité. Et personnellement, je passe beaucoup de temps à communiquer, à donner du sens, à expliquer le sens de ce qu'on fait, pourquoi c'est important, pourquoi c'est excitant de faire ça, etc. Parce que je pense que justement, quand on encadre un certain nombre de personnes, on ne va pas sauver le monde tout seul. C'est les équipes qui sont là qui doivent faire le boulot. Et nous, notre rôle, c'est d'expliquer tout ce sens-là. Et quand on combine ça, quand on arrive à avoir un sens qui est clair avec des modes d'organisation où les gens peuvent s'exprimer, je trouve que c'est là qu'on fait les trucs les plus sympas et qu'on a les meilleurs résultats. Et voilà, donc on a effectivement les talents, c'est absolument clé. C'est des profils qui sont difficiles à séduire, à faire venir, notamment quand on est un banquier mutualiste français, franco-français. Et donc expliquer que c'est aussi excitant de bosser chez nous que dans une start-up ou dans une boîte internationale, c'est un véritable enjeu. Donc voilà, on travaille 2 fois plus dur à être bon là-dessus et à créer un environnement et de l'excellence et faire en sorte que les gens qui travaillent chez nous ils aient le sentiment de travailler dans une organisation qui est tout à fait à l'état de l'art. Et moi, j'y consacre beaucoup de temps en tant que manager de ça, parce que je pense que c'est absolument clé voilà, pour avoir les bons talents, pour réussir et faire en sorte qu'ils se développent. Merci. Bon, je n'ai pas de nouvelles de Henri Dagrin. Donc, c'est un petit peu embêtant. Je vais peut-être essayer la régie me confirme qu'il n'est pas connecté. Non, toujours pas. Ok. Ah, alors, il m'appelle. On va le faire carrément en direct. Hein, vous voulez bien? Oui, Henri.
D'accord. Bon, ok, on va essayer de te renvoyer un lien, ou alors on le fait tout simplement. Tu parles dans mon téléphone et je mets mon micro, ça peut être aussi ça. Ok, on va. Très bien. Alors, je vais te mettre en haut-parleur, tout simplement, et on va t'écouter à travers mon téléphone. Bien. Écoutez, est-ce que le son est bon? J'en suis bien navré. Ça va, on t'entend bien. Il faut que je réduise ici parce que moi j'ai un double écho. Voilà. Alors, je voulais évoquer avec la mêlée numérique, d'abord m'excuser de ne pas être présent. Hein. Je me retrouve dans la situation depuis 2 jours de cas contact, obligé de m'isoler complètement et c'est particulièrement pénible. Mais c'est comme ça, donc j'ai dû renoncer à venir à Toulouse, ce rendez-vous de la mêlée numérique que j'apprécie tout particulièrement. Donc je le regrette vivement. Alors maintenant, mon propos c'était de présenter dans le cadre de cette table ronde sur l'accélération de la transformation digitale, d'évoquer le pacte pour le numérique. Je ne sais pas s'il a été perçu lorsque nous l'avons publié au mois de mai-juin dernier, où nous avons effectivement beaucoup travaillé avec l'ensemble de l'écosystème, en tous les cas au niveau national. Le pacte pour le numérique, c'est d'abord un travail collectif que nous avons réalisé avec Syntec Numérique, avec Tech in France, avec Syntec Conseil et donc avec les adhérents du CIREF. Globalement, ces 4 associations représentent à près de 80% de l'activité du secteur de manière directe ou indirecte. Nous avons fait un double constat avec nos partenaires dans le cadre des travaux que nous avons menés au cours de cette période si particulière du confinement, c'est que le numérique, le digital comme on voudra l'appeler, aura été le principal amortisseur de la crise. Imaginons que cette crise ait eu lieu 20, 30, 40 ans, le confinement aurait complètement stoppé toute l'activité. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'on aurait été capable de mettre en œuvre un tel confinement? Mais toute l'activité économique aurait été totalement stoppée. Or là, eh bien, le numérique, les outils numériques ont permis à un nombre très conséquent d'entreprises de maintenir leur activité. Donc le numérique, principal facteur, et d'ailleurs les intervenants de l'IMSA et de BPCE l'ont bien expliqué, hein, la façon dont, notamment avec des suites comme Office 65, mais il n'y a pas que lui, hein, beaucoup d'autres outils ont été utilisés dans cette période pour permettre d'amortir les effets de la crise pandémique et du confinement. C'est un lieu commun maintenant de dire que cette crise pandémique s'accompagne d'une grave crise économique et sociale. Et notre conviction, la conviction que nous avons développée dans le cadre de ce pacte pour le numérique, c'est que justement le secteur numérique, le numérique, a vocation à être dans cette période le principal moteur de la sortie de crise, de la relance de l'économie et de la préparation du futur. Et c'est parce qu'il faut préparer le futur de l'économie que le numérique est le principal moteur de cette relance. Ça, c'est un constat que nous avons fait, que nous avons partagé avec de nombreux interlocuteurs, et au premier chef duquel le gouvernement et le secrétaire d'État chargé du numérique, hein, Cédrico. Nous avons eu plusieurs réunions pour lui présenter nos conclusions qui s'articulent autour de 7 propositions que nous avons formulées et que vous pourrez retrouver sur le site du Pacte pour le numérique, hein, c'est pacte-numérique.fr,
nous avons créé une plateforme pour présenter ces propositions. Les 7 propositions, très rapidement, je vais y revenir. Il y en a certaines qui ont trouvé un certain écho, notamment dans le plan de relance, mais toutes n'ont pas effectivement été reprises in extenso, et nous le regrettons, mais nous allons continuer à travailler avec les pouvoirs publics pour que certaines puissent trouver à un moment ou à un autre un point d'application dans la stratégie de sortie de crise de l'État. La première, donc, c'était instaurer une autorité interministérielle du pacte pour le numérique. Bon, je pense que le nouveau gouvernement n'a pas instruit directement cette proposition, mais je pense qu'elle est importante à un moment où le numérique est désormais devenu un facteur absolument stratégique pour le développement de l'économie. Il nous paraît important qu'il y ait une autorité au meilleur niveau de l'État qui puisse s'occuper de ces sujets. Deuxième proposition, c'était d'étendre le dispositif de suramortissement fiscal numérique qui existe aujourd'hui pour les PME, TPE, et de l'étendre à toutes les entreprises. Nous avons été à peu près entendus dans le plan de relance, puisque effectivement des dispositifs d'accompagnement de la transformation numérique des PME, des TPE, des ETI ont été décidés. Je reviendrai après sur effectivement la façon dont tout ça se traduit dans le plan de relance. Nous avons ensuite préconisé de cibler les investissements publics et privés dans le numérique, et ça, cette proposition a bien été prise en compte. Nous avions une mesure sur la réforme du rationnel de l'activité partielle, car nous pensons que l'activité partielle aujourd'hui n'est pas bien adaptée au contexte du numérique. C'est un peu plus général, hein, notamment sur la dernière proposition que nous faisons, c'est sur les nouvelles formes de travail entre l'interne, l'externe, et certaines formes de travail en régie qui aujourd'hui sont mal adaptées. Les dispositions législatives sont mal adaptées pour le secteur du numérique, et je pense que, enfin en tous les cas, on s'aperçoit que c'est aussi vrai du côté des utilisateurs que des entreprises qui fournissent des prestations. On constate que la législation n'est pas adaptée. Enfin, deux propositions qui nous paraissent tout à fait importantes. C'est d'abord soutenir l'emploi, notamment des jeunes diplômés, et renforcer la formation et la mixité dans les métiers du numérique. C'est un sujet qui nous tient à cœur, tant en Syntec numérique que SIGREF. Et puis, développer les actifs numériques stratégiques, au premier rang desquels il y a bien entendu tout ce qui tourne autour du cloud de confiance. Nous avons le cloud de confiance, que certains appellent le cloud souverain, mais nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, les infrastructures de cloud sont pour l'Europe devenues aussi stratégiques que peuvent l'être les infrastructures de télécommunications, de transport, de santé, même de défense. Aujourd'hui, ces infrastructures de cloud, et demain plus encore, bien sûr, seront un actif éminemment stratégique pour le développement de l'économie, et qui conditionne le reste de l'économie numérique. Donc il y a un effort tout à fait significatif à faire dans ce sens-là. Alors, dans le plan de relance, ce que le gouvernement appelle France Relance, le gouvernement communique sur le fait que le numérique est au cœur de la relance, et que 7 milliards ont été identifiés et fléchés sur les 100 milliards du plan de relance. Bon, il est peut-être au cœur, mais 7 milliards, ça ne fait que 7% du total, ce qui reste quand même une ambition qui peut être qualifiée de modérée. Alors quand même, il y a de très bonnes choses dans ce plan de relance. Et notamment l'aide à la transformation numérique, puisque c'est le thème de la table ronde, à la transformation numérique de l'État, des territoires et des entreprises. Il y a 2,3 milliards d'euros qui ont été fléchés dans les 2 ans qui viennent pour cette transformation numérique, notamment des TPE, des PME et des ETI.
notamment dans le domaine de l'industrie du futur, de l'intelligence artificielle et de la capacité à accélérer cette transformation des entreprises. Par ailleurs, l'État flèche 1,7 milliard sur la transformation numérique de l'État et des territoires, ce qui est une excellente nouvelle, même si l'on peut penser que derrière, il y a une certaine forme de rattrapage d'investissements qui n'ont pas été réalisés au cours de ces 5 ou 10 dernières années. Il est tout à fait intéressant de noter qu'un effort très significatif va être fait dans ce sens-là. Il y a 300 millions d'euros qui seront inscrits pour la formation au métier du numérique dans ce plan de relance. Et là aussi, c'est une excellente chose, parce que on fait le constat d'un déficit assez important de talents, de compétences, de jeunes diplômés formés à ces métiers. On parle du mur des compétences à l'horizon 2025, 700 000 à 1 million de postes vacants, de déficit de compétences en Europe à l'horizon 2025, et la Commission européenne d'ailleurs s'en émeut régulièrement. Du manque de vitalité sur ces sujets de formation au métier du numérique dans les différents systèmes de formation des pays de l'Union européenne. Enfin, il y a 3,7 milliards qui sont dédiés au soutien des start-up et des technologies numériques stratégiques. Quand on parle des technologies numériques stratégiques, il s'agit en fait, à travers le PIA 4, le programme d'investissement d'avenir, de 2,4 milliards d'euros qui seront consacrés à des technologies numériques de rupture, parmi lesquelles, et bien entendu, il y a la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le cloud, la santé numérique et les technologies quantiques qui sont déjà directement identifiées. Donc voilà pour les 2 ans à venir. Il y a une réponse donc dans ce plan France Relance, c'est une réponse en demi-teinte. Bien entendu que le secteur du numérique lui-même trouve relativement insuffisant, mais qui par ailleurs donne certains axes et apporte des réponses aux propositions que l'écosystème du numérique, à travers ce pacte pour le numérique, a pu formuler. Voilà. De résumé des sujets que nous avons pu aborder dans ce pacte pour le numérique. Je suggère à l'auditoire d'aller lui-même le lire et voir le commenter, puisque c'est une plateforme sur laquelle on peut commenter ce pacte pour le numérique, et puis éventuellement de le soutenir, de le diffuser, et chacun étant libre effectivement de rallier ce pacte pour le numérique, de se l'approprier et de le diffuser. Voilà, je tiens à disposition éventuellement de questions s'il y en a qui peuvent se poser. Merci beaucoup Henri. Bon voilà, j'enlève le haut-parleur. Merci beaucoup pour cette participation. Je raccroche. On peut te trouver facilement sur les réseaux sociaux. Effectivement, vous pouvez continuer la discussion avec Henri. Il est fort disponible et fort sympathique. Donc, je vous invite à le contacter si vous voulez en savoir plus. Merci encore, Henri. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette accélération digitale, ça met à l'épreuve notre faculté d'adaptation. Vu les conditions dans lesquelles on fait cette table ronde. Alors, une dernière question, et ça sera aussi votre conclusion. Pour vous, c'est quoi le prochain défi, en fait, à mener pour les entreprises, pour les organisations, pour continuer cette perpétuelle, nécessaire adaptation liée au numérique? Alors pour IMSA, donc, alors c'est d'une part d'aller au bout d'un plan de recrutement. On a à peu près 150 profils à trouver sur 3 ans là, donc avec un fort accent sur les développeurs. Voilà, donc on a besoin de nos forces vives du futur, j'ai envie de dire. Et on a beaucoup parlé de méthodes. Pour IMSA, en fait, ces méthodes, elles ont un sens clair, c'est que pour nos 17 000 agents, pour nos 6 millions d'adhérents qui sont nos clients à nous, ils sont répartis dans tout le territoire. Et donc en fait,
si quelque part on s'embête à nous se transformer, faire des applications digitales, apporter du service numérique, eh bien c'est avant tout pour qu'en territoire, et c'est vraiment dans notre ADN, que chaque personne qui est adhérent à MSA ait accès aux bons outils pour les bonnes actions. Merci. Frédéric? Alors, j'allais dire aller dans le cloud, non. C'est sûr, il faut y aller, mais pour moi, c'est avant tout un moyen plus qu'une finalité en soi. Donc, on pourra en rediscuter si vous voulez. C'était un peu pour polémiquer là-dessus. Sinon, nous, notre challenge là, c'est la data. Hein. Je pense que le digital, on a beaucoup bossé, les choses sont mises en place. Hein. Tu l'as dit. Je pense que c'est une sorte de nouvelle normalité, une nouvelle façon de travailler. Je pense que ça, c'est acquis. Et devant nous, là, on a un nouveau challenge. Hein. Moi, j'ai commencé à bosser sur la transformation digitale en 2008. Là, donc, ça fait 12 ans. Donc, je me dis qu'il faut que je passe à autre chose. Et donc, on a un challenge très important, notamment dans les banques, parce qu'on en a beaucoup. Et puis, on est une entreprise qui n'est pas une entreprise industrielle au sens qui produit des produits physiques. Hein. C'est la data. Et donc, les données qu'on peut interpréter si on regarde les élèves dans les écoles d'ingénieurs comme étant comment on fait du big data et comment est-ce que on applique la théorie mathématique des statistiques aux entreprises. Mais je pense que c'est une façon de voir les choses hein, avec l'intelligence artificielle, mais la data, c'est beaucoup plus large que ça. C'est d'abord comment est-ce qu'on a des data de qualité, à jour, bonnes dans les entreprises. Et là, pour le coup, c'est vraiment des boulots d'ingénieurs où il faut prendre vos 10 millions de clients et puis vous poser des questions pour savoir comment est-ce qu'on a tous les adresses email qui sont bonnes, tous les numéros de téléphone mobile, et c'est pas un job, qui est moins digne que celui de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, parfois, on fait appel à l'intelligence artificielle pour résoudre ces sujets-là. Donc, on est vraiment dans ce métier d'ingénieur, hein, c'est-à-dire de leverager les techniques pour délivrer des choses intéressantes. Nous, c'est aussi comment est-ce qu'on met à jour tous nos documents officiels que les clients ont besoin de nous donner. Comment est-ce qu'on fait que quand ils le prennent en photo, ça nous convient. On vérifie qu'il est bon automatiquement, que ce travail-là, il est fait avec le client quand il veut le dimanche après-midi et qu'il n'a pas besoin d'avoir son conseiller au téléphone. Donc la data, c'est ça. Et puis évidemment, c'est le traitement intelligent des données. Et ça, dans une logique éthique, hein, puisque moi, je pense qu'on ne peut faire nos métiers que si on a une approche éthique. Alors, il s'avère qu'en Europe, on a RGPD qui cadre un bon paquet de choses autour de la protection des données personnelles. Et pareil, c'est des nouveaux challenges pour nous en tant que gens du numérique et ingénieurs. Donc donc nous c'est notre nouveau challenge et on est intimement persuadé que bien gérer ces données, bien les mettre à disposition de tous les collaborateurs, ce qu'on appelle la démocratisation de la donnée, c'est ça les éléments qui vont faire qu'on sera encore plus efficace et que les entreprises seront encore plus performantes pour la suite. Donc ça c'est notre nouveau challenge. Et je vous ai dit, il y a 12 ans, je commençais à bosser dans la transformation digitale. Et là, ce sujet, il a plutôt 2-3 ans maintenant. Même si l'IA, ça fait un bout de temps qu'on en parle. Mais je veux dire, il y a beaucoup de marketing qui est fait autour de ça. Et la data, c'est pas que avoir 3 data scientists qui font un modèle. Hein. Voilà. Et donc, c'est le nouveau challenge. Je pense que bien une bonne dizaine d'années devant nous. Voilà. Et c'est... Voilà. Donc, moi, je suis positif. Puis le rugby a repris, donc tout va bien. Bon, pas trop pour Toulouse, mais c'est pas grave. Merci voilà. Frédéric. Est-ce qu'on a une minute ou deux pour une question ou deux, si vous le souhaitez? Profitez d'avoir... Oui ?
Alors je reformule la question pour les gens qui sont sur le live YouTube. Donc la question c'est comment vous avez appréhendé la dimension humaine, voilà, les collaborateurs, les hommes, les femmes, et quel impact en termes de management par rapport à cette période et plus globalement au contexte de l'accélération digitale. Je pense, je l'ai dit, je pense que dans la période de Covid, on a été très à l'écoute et à trouver des solutions, etc. Et d'ailleurs, ça a été plus compliqué, je pense, pendant le déconfinement qu'au moment où il y avait le confinement, parce que quand il y a eu le confinement, c'était assez clair, tout le monde était à la maison, donc il fallait, voilà, une fois que les gens étaient équipés, qu'ils avaient trouvé une organisation familiale, voilà, ça marchait pas mal. Et ensuite, nous, on dédie beaucoup de temps à expliquer les impacts du digital. Alors, pas tellement pour les équipes qui en font, parce qu'eux, ils le savent, sinon... voilà, mais tous les gens qui vivent dans ce monde-là, leur expliquer comment ce monde fonctionne, c'est quoi les grands enjeux, etc. Donc on a un réseau qu'on a appelé, nous, des Digital Champions. Il y en a un par entreprise du groupe. Vous savez, nous sommes un groupe mutualiste. Et qui a fait une animation au sein de son entreprise autour pour expliquer qu'est-ce que c'est que le digital, quels sont les enjeux pour les uns et les autres par rapport au digital, et qui essaye de démystifier tout ça et de relayer la transformation que ça apporte, mais vraiment au bout du terrain, quoi. C'est pas un truc qui tombe de haut, on essaye de faire plutôt du bottom-up, comme on dit en bon franglais. Et donc on fait ça sur le digital, et on fait ça aussi maintenant sur la donnée, pour expliquer pourquoi est-ce que la donnée c'est important, pourquoi est-ce qu'il y a tous ces enjeux. Et on dédie une part importante de notre temps à travailler sur les programmes que ces personnes peuvent développer dans leurs entreprises pour faire... voilà, expliquer ça, expliquer que c'est pas nécessairement que de la peur, c'est pas nécessairement... que des jobs qui disparaissent ou comme ça, et au contraire que ça, nous on est intimement persuadés que quand nos conseillers ils sont occupés ils sont pas occupés à des tâches comment dire, de saisir un numéro de téléphone ou comme ça, qui n'apportent pas de valeur. Ils peuvent consacrer plus de temps à parler à leurs clients, à les conseiller, à les aider à passer les étapes de la vie où ils ont besoin de leur conseiller. Et pareil, s'ils ont de la donnée, ça va les aider à mieux faire ce boulot. Et on est plutôt dans cet environnement-là que dans une vision votre job il est foutu, faut faire autre chose. Parce que d'abord, on est intimement persuadé notamment dans les métiers financiers, que la dimension humaine, la dimension de conseil est clé. Et tout ce qu'on fait en matière de digital et de data, il sert à faire mieux ce travail-là et à faire en sorte qu'il soit plus efficace. Donc voilà, moi je tiens pas un discours de schumpeterisation dramatique, parce que en tout cas dans l'industrie où je travaille aujourd'hui, c'est pas ça qui se passe. Quand j'étais dans le tourisme, c'était une autre histoire, mais là c'est pas comme ça que s'expriment tous les enjeux. Yannick, tu veux en 30 secondes rajouter un mot ? 30 secondes, ouais. Pour moi c'est compliqué, tu le sais. Non, mais en fait, il y a eu... pour compléter, aborder un autre sujet, du coup, mais en restant dans l'humain, ces fameuses cérémonies de PI Planning où on se retrouve en synchro, métier, informatique, voilà, les différents acteurs, là, c'est à peu près chez nous 130 personnes qui se retrouvent. Et en fait, ce qui a été compliqué, c'est de gérer le passage en virtuel de ces cérémonies qui était en tout cas riche par l'échange direct. Et donc il a fallu créer, mais on n'a pas le temps d'en parler là, mais il a fallu créer des cocons où il puisse y avoir de l'échange direct virtuellement, voilà, pour recréer l'aparté qu'il pouvait y avoir sur des cérémonies physiques. Voilà. Donc il y a eu de l'impact aussi humain sur la partie DSI à gérer, et on a apporté une solution. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut justement ne pas oublier les hommes et les femmes qui sont derrière tout ça, parce que c'est important, c'est elles qui font marcher la machine. Bon, merci beaucoup. Merci. On s'arrête là.
Donc, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, hein, je pense assez facilement. Donc, si vous voulez continuer la conversation avec eux, et on les applaudit. Merci.